Bonjour à vous toutes et tous. Je me présente, c'est Sabrina Anissa Almasali. Je suis étudiante au doctorat en psychoéducation à l'Université de Sherbrooke, sous la supervision des professeurs Déborah Hummel et Anne-Marie Touga. Par hasard, je suis au, pas début, mais en deuxième année de doctorat. Donc, je suis en processus où je rédige ma problématique, je fais ma recension et tout. Je ne suis pas encore rendue à l'étape de collecte de données, mais ce qui m'a amenée en soins palliatifs, à la recherche en soins palliatifs, en fait, euh, c'est j'avais effectué un baccalauréat et une maîtrise en biologie. Et puis, entre-temps, j'ai mon père qui est tombé malade puis qui a décédé. Et je m'enlignais vers un doctorat en biologie, mais finalement, j'ai décidé de changer pour reprendre des études en sciences humaines. Vous le savez, je pense, parfois le deuil engendre des changements existentiels, puis je pense que ça a été mon cas. Donc, dans ma tête, c'était clair que j'allais m'enligner en sciences humaines, puis que j'allais reprendre des études, puis c'est ça que j'ai fait en fait. C'est ce qui m'a attirée vers les soins palliatifs. Là-dessus. Je me présente, mon nom c'est Laurence Arcan. Je suis étudiante à la maîtrise à l'UQO en sciences infirmières. Puis ma directrice de mémoire, c'est Chantal Verdon. Qu'est-ce qui m'a vraiment intéressée au niveau des soins palliatifs? C'est quand j'ai commencé ma technique avant de faire mon bac et là ma maîtrise en sciences infirmières. Donc, je faisais ma technique, puis on pouvait commencer à travailler comme préposé aux bénéficiaires dans le cadre du programme de soins. Donc, je me suis dit, je ne me voyais pas travailler comme préposé aux bénéficiaires dans un hôpital. Je trouvais que c'était peut-être un peu plus impersonnel, roulement, on est plus des numéros, ainsi de suite. Donc, j'ai posé ma candidature pour une maison de soins palliatifs, la maison à Laval, à Saint-Vincent-de-Paul. Puis, c'est vraiment là que j'ai eu un coup de cœur pour les soins palliatifs et le deuil, parce que ça me permettait de justement pouvoir faire de l'accompagnement auprès des personnes qui étaient en fin de vie et par la suite aussi de faire de l'accompagnement auprès des personnes qui étaient endeuillées. Puis par la suite, m'est venue l'idée de continuer au baccalauréat. Puis j'ai rencontré ma directrice de mémoire, Chantal Verdon, dans le cadre du cours Perte et deuil en sciences infirmières. Puis c'est vraiment là que j'ai eu la piqûre par rapport au deuil, que je me suis vraiment intéressée à ce sujet-là. Puis j'ai commencé à travailler pour Palliavie, un organisme à but non lucratif qui vient en aide, dans le fond, qui fait de l'accompagnement pour les proches aidants, les personnes en fin de vie, puis les endeuillés. Fait que c'est vraiment là que ça m'a passionnée. Je voulais en savoir plus, je voulais en connaître davantage, aider le plus possible aussi les endeuillés que je côtoie dans le cadre de mon travail. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de poursuivre à la maîtrise. Chantal m'a quand même donné un bon petit coup de pied là, parce qu'elle m'a motivée à continuer mes études. Mais somme toute, c'est vraiment de cette façon-là que s'est développée ma passion pour le deuil et les soins palliatifs. Puis mon intérêt pour les soins palliatifs ont commencé, dans le fond, dès que j'ai terminé ma technique, moi aussi. J'ai commencé comme candidate à la profession à Sainte-Justine en hémato-oncologie pédiatrique. Puis, à Sainte-Justine, il n'y a pas d'unité de soins palliatifs comme dans la plupart des hôpitaux pour adultes, en fait. Là. Chaque spécialité a ses soins palliatifs. Puis, évidemment, en pédiatrie, ben, c'est l'hémato-oncologie qui en a le plus. Fait que, il n'y avait pas beaucoup d'infirmières qui avaient l'appel des soins palliatifs, malgré qu'ils étaient sur ce département-là. Mais moi, c'est vraiment tout de suite venu me toucher. Puis, c'est vraiment des soins que j'aimais. Puis, en plus, en pédiatrie, il y a vraiment la famille qui est encore plus, j'ai l'impression, au centre de l'expérience. Tu sais, les parents, les grands-parents, les frères, les sœurs, tout le monde est vraiment tout le temps, c'est un noyau là, très solide. Puis, c'est là que j'ai commencé à développer mon intérêt. Après ça, j'ai un peu bifurqué. Puis, je suis revenue comme infirmière pivot en oncologie au CHUM où j'ai encore accompagné des patients en soins palliatifs parce que les patients qui étaient dans notre cohorte, selon nos trajectoires de soins, quand ils passaient aux soins palliatifs, ils restaient quand même avec nous. Fait que toute l'organisation des soins palliatifs à la maison, l'accompagnement des familles, ça passait quand même beaucoup par nous. Fait que j'ai décidé à partir de là de poursuivre à la maîtrise avec un intérêt en soins PAL. Donc voilà, mon parcours s'est rendu jusque-là. Puis je travaille sous la direction d'Émilie Allard à l'Université de Montréal,
et la co-direction d'Isabelle Marcoux, qui est en psychologie à l'Université d'Ottawa. Donc, Nancy Johnson, je suis au doctorat en théologie pratique à l'Université Laval. Mon directeur de recherche, c'est Corey Andrew Labrec. En fait, je m'intéresse à tout ce qui entoure le deuil depuis très, très longtemps. Les pertes et les deuils qui surviennent à cause des pertes, c'était vraiment quelque chose qui me posait question parce que j'avais l'impression que je vivais très mal, moi, mes deuils. À 27 ans, ça faisait 3-4 ans que j'avais une accompagnatrice spirituelle. J'ai une vie spirituelle très animée, très présente. Puis c'était une autochtone. Elle m'a vraiment aidée à me retrouver. L'image que je donne, c'est comme ça m'a pris, comme ça. Puis pour m'amener à être plus debout, que c'est ça, à me retrouver. Et elle, elle a vécu une fin de vie assez abrupte, un cancer, que c'est ça, moi sa fille et mon ex, parce que lui, il la connaissait très bien quand on était ensemble, on l'a vraiment accompagnée jusqu'à la fin. Puis elle a été transférée d'un hôpital que je me souviens pas à la maison Michel Sarrazin à Québec. Et c'était ma première expérience aux soins palliatifs et j'étais, comment on dit en anglais, blown away. J'étais vraiment impressionnée. Les services, le temps que prenait chaque intervenant auprès d'elle, même avec moi. Puis il y avait de la musique dans sa chambre une fois. Puis elle, c'est ça, elle aimait le tarot également. Donc il y avait son paquet de tarot à côté. Donc c'était très respectueux de la personne. Hein? C'était merveilleux. Puis c'est sûr, moi, j'étudiais en théologie à ce moment-là. Comme j'ai dit, toutes les questions existentielles, pourquoi on est là, où qu'on s'en va, je porte ça depuis que je suis enfant, là. Et en théologie, j'ai beaucoup aimé là, apprendre toutes les différentes façons de voir la vie. Puis à la fin de mon bac en théologie, j'ai eu un cours avec Joanne Lessard. Peut-être que vous, les infirmières, vous l'avez eu aussi, là. Je sais qu'il y en avait dans mon cours, là. C'était intervenir auprès du mourant. Puis, oh mon Dieu, c'était mon cours préféré, puis c'était à la fin de mon bac. Et là, j'ai eu la certitude que je voulais étudier, là, faire des stages en soins spirituels, faire de l'accompagnement spirituel en milieu de santé. Les anciens aumôniers du temps. Moi, je dis la nouvelle génération. Juste pour dire que dans le fond, l'approche est comme non confessionnelle, là, surtout au Québec. On est là pour tout le monde. On ne représente pas une religion en particulier. On est vraiment là pour entendre, écouter, être une présence pour la personne, dans ce qu'elle croit, comment ça peut l'aider. Un peu comme mon accompagnatrice spirituelle, elle avait une philosophie de vie vraiment très riche. C'est une autochtone, mais aussi était ouverte comme au côté ésotérique, excusez. Puis même Krishnamurti, c'était un mélange. Fait que moi, ma façon d'être auprès d'elle à ce moment-là, j'étais pas formée, mais c'était respectueux de ce qu'elle était, puis qu'est-ce qu'elle croyait, tu sais. Puis, je vous avoue que les soins palliatifs,
j'ai beaucoup apprécié faire mon premier stage en soins spirituels. C'est comme 400 heures là, à Charlemagne. C'était aux soins PAL. Il y avait comme une unité, là. Puis, ça, ouais, je pense que j'ai beaucoup grandi et je pense que ça m'a amené à maturer plus vite, là, d'être là quand que je suis rentrée dans une chambre, la femme, qui son conjoint était en fin de vie, elle m'a pris dans ses bras, là, puis j'ai trouvé ça drôlement, pas drôlement, mais tellement touchant, là, puis un privilège d'être là pour la famille, pour l'individu qui est en fin de vie. Parce que pour moi, dans ma formation, là, je suis rendue au doctorat, là. J'ai fait la maîtrise et le doctorat. Je viens de terminer ma 4e année, donc c'est ça. C'est la rédaction bientôt. C'est un doctorat pratique professionnel là, en théologie pratique. Donc, c'est vraiment en lien avec ma pratique sur le terrain comme intervenante en soins spirituels. Puis, ma recherche terrain se déroule à Vancouver, en Colombie-Britannique. Anyways, mais c'est pour dire, tout ça pour dire que à travers les années, j'ai travaillé 5 ans comme intervenante en soins spirituels. Et ce qui m'a touchée le plus, c'est ça, je trouvais ça beau dans les maisons de soins palliatifs. Et dans le fond, ce qui m'inquiétait, c'était dans le milieu de la santé, comme les hôpitaux, les centres d'hébergement et tout et tout. Ça m'a beaucoup affecté de voir qu'il y avait un manque au niveau de connaissances. C'est pas pour attaquer personne, mais je me disais, comment aider aussi le personnel, puis c'est ça, comment être présente pour les patients qui vivent une fin de vie, tu sais, dans des milieux comme ça où que ça bouge, que c'est plus du curatif, là, tu sais, c'est pas des soins de confort. Moi, je suis actuellement en 2e année au doctorat en psychoéducation. En fait, c'est doctorat sur mesure en psychoéducation et en psychopédagogie à Laval, parce que le programme est en pleine formation, mais il n'est pas tout à fait terminé. Donc, éventuellement, je vais faire une passerelle vers le doctorat officiel en psychoéducation à Laval. Je suis sous la supervision de Marianne Olivier d'Avignon. Et mon intérêt a commencé pour les soins palliatifs au baccalauréat. En fait, au début, je connaissais pas du tout cette clientèle-là. Moi, en étant en psychoéducation, je connaissais davantage tout ce qui était plus milieu scolaire. J'avais moins entendu parler des milieux hospitaliers. Mais quand j'ai eu mon premier cours avec ma directrice, je suis vraiment tombée sous le charme en lien avec ses intérêts de recherche. Elle s'intéressait beaucoup. En fait, sa clientèle, c'était la fratrie des enfants en fin de vie. Donc, étant en psychoéducation, j'ai tout de suite perçu le défi au niveau des capacités adaptatives que cette clientèle pouvait vivre. Puis, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à la clientèle en milieu hospitalier. Au début, j'étais davantage attirée vers la clientèle des soins palliatifs pédiatriques, mais je n'avais pas trouvé de problématique en soi qui m'interpellait assez pour dire « OK, je vais vraiment passer des années. » Puis, j'avais rien qui m'accrochait particulièrement. La clientèle, je voyais le besoin, mais je ne voyais pas encore la problématique. Donc, j'ai laissé le temps passer un petit peu. Puis, mes enfants ont vécu le deuil. Mon père est décédé, ma grand-mère aussi. Puis, j'ai vu comment la compréhension pouvait être partielle, surtout les enfants en bas âge. À cette époque-là, ils étaient d'âge préscolaire. Maintenant, ils sont d'âge scolaire. Mais c'est vraiment venu m'interpeller puis m'amener à me questionner c'est quoi leur compréhension de ce phénomène si abstrait qu'est le deuil. Moi, c'est Philippe Lapelle. Je suis candidat au doctorat à l'Université de Montréal en psychologie, plus particulièrement en psychologie clinique. Donc, ce qui veut dire que je fais une double formation pour être à la fois psychologue, clinicien et chercheur. Deux volets qui m'intéressent là, vraiment beaucoup. Moi, ce qui m'a amené dans les soins palliatifs, puis je dirais plus spécifiquement les soins de fin de vie, parce qu'on sait tous que les soins palliatifs, c'est très large, mais vraiment la fin de vie, l'accompagnement du deuil. Je pense que je dirais à la base, c'était un désir d'apprivoiser ma propre peur de la mort, ma propre peur de la maladie, de la fin de vie, des impacts que ça peut avoir sur
la personne elle-même qui va mourir, mais toutes les personnes autour. Donc, j'ai toujours trouvé que, on pourra peut-être en discuter, mais dans nos sociétés, du moins occidentales, bon, la mort est quelque chose, on n'en parle pas, ça fait peur. On se crée plusieurs scénarios dans nos propres têtes ou au contraire, on pousse ça à plus tard. Et ça a donné que j'étais bénévole dans un hôpital, pas nécessairement pas en soins palliatifs, mais auprès des personnes âgées là, de façon générale, donc pour faire de l'écoute, les aider, les accompagner. Puis, ben, il y avait un service d'accompagnement bénévole en soins palliatifs. Puis, j'ai eu cette curiosité-là, d'essayer, de tenter ma chance, de voir comment ça se passait. Puis finalement, c'est vraiment, en étant bénévole là, pendant, près de 2 ans au CHUM, à l'Hôtel-Dieu, donc avant qu'il y ait le nouveau CHUM, que j'ai vraiment eu la piqûre. Je pourrais trouver des façons rationnelles ou intellectuelles là, de justifier tout ça, mais ultimement, je pense que ça revient au fait que je me sentais à ma place là. Je me sentais bien. Heu, Aussi paradoxal que ça puisse paraître pour certaines personnes, je me sentais bien aux côtés de ces personnes-là en fin de vie, mais aussi de leurs proches, à travailler avec les soignants, puis l'équipe qui entoure ces personnes-là. Hem, donc j'ai juste décidé de poursuivre, puis vraiment à partir de là, ben, mon cheminement, en psychologie s'est vraiment orienté vers les soins de fin de vie, le deuil. Puis, le sujet, dans le fond, de mon mémoire, c'est vraiment d'aller décrire et comprendre l'expérience des endeuillés quand ils font une demande pour de l'aide, du soutien, de l'accompagnement à ce niveau-là. Fait qu'on va vraiment chercher à venir décrire c'est quoi ce processus-là quand ils vont chercher de l'aide, de l'accompagnement. C'est quoi le processus derrière ça? Quels sont les effets aussi quand ils reçoivent de l'aide sur eux? Donc, est-ce que c'est des effets bénéfiques, des effets peut-être néfastes? On ne sait pas. Je n'ai pas encore débuté le terrain, donc on va voir. J'ai une petite idée, puisque je travaille avec cette clientèle-là, de qu'est-ce qu'on va sûrement croiser en cours de route, là, mais je pourrais être surprise. Puis, on cherche aussi à comprendre c'est quoi le processus de prise de décision des endeuillés quand ils vont chercher de l'aide. Donc, où est-ce qu'ils se situent dans leur deuil pour qu'à ce moment-là, ils décident d'aller chercher du soutien ou de l'accompagnement. Donc, c'est vraiment ça qui est le cœur du projet en tant que tel. Donc, à la maîtrise en psychoéducation, j'ai fait un essai, j'ai rédigé une recension des écrits sur les interventions scolaires destinées aux élèves endeuillés, que ce soit à l'enfance, à l'adolescence, je m'intéressais aux deux, puis j'ai fait les spécificités en fonction de l'âge de chacun. Puis au doctorat, on a décidé en fait de revenir une étape à l'avant. On s'intéresse aux besoins, parce qu'avant de mettre sur pied les interventions, on s'est dit, il faut-il encore connaître les besoins à lesquels on s'adresse? Donc, on a vraiment décidé de venir identifier les besoins des élèves. Et aussi, l'aspect que j'ai découvert dans ma recension, c'est vraiment au niveau du sentiment de compétence des enseignants qui les accompagnent, hein, parce que c'est un sujet qui est tabou encore aujourd'hui. Donc, on perçoit même dans la littérature qu'il y a vraiment un sentiment, il y a un malaise qui est soulevé par rapport à l'accompagnement. Donc, on s'intéresse à la réalité québécoise des enseignants qui accompagnent ces élèves-là. D'une part, pourquoi je me suis intéressée au milieu scolaire, ce qui sort de l'ordinaire. Quand on fait des recherches dans la littérature, on a beaucoup d'informations sur le milieu hospitalier, sur la famille aussi, surtout en travail social davantage, mais sur la famille, la fratrie, on s'est beaucoup intéressé. Mais au niveau du milieu scolaire, on n'en a aucune idée c'est quoi le besoin, ce qui contribue au malaise de ce que j'ai parlé tout à l'heure. Puis au niveau social, moi, ce que je trouve intéressant, c'est étant une fille de terrain, de pratique, j'aimerais vraiment ça qu'au niveau de ma recherche, qu'il y ait des retombées concrets dans les milieux. Quand on parle des enseignants qui ont un niveau de sentiment de compétence moindre, justement, si on vient identifier c'est quoi les éléments de malaise, on va pouvoir mettre les ressources dans les milieux pour venir combler cette lacune-là, puis venir aussi former nos professionnels de l'éducation à accompagner. Parce qu'encore une fois, en parlant de pertinence sociale, les enseignants, d'abord, juste l'école, c'est un milieu de vie tellement important pour les élèves endeuillés, que ce soit au primaire, que ce soit au secondaire. Quand le parent aussi a vécu une perte, bien souvent, lui-même, il est indisponible émotionnellement pour venir soutenir son enfant. Donc, dans un milieu, dans une société, dans une communauté, moi, j'aime beaucoup la communauté bienveillante, bien, l'école fait partie du tissu social et communautaire qui va venir soutenir ces élèves-là.
Donc, en venant justement circonscrire le rôle qui leur appartient, mais ça va pouvoir avoir des retombées dans le milieu. Puis, en identifiant les besoins, on va pouvoir contribuer à élaborer et implanter des interventions qui vont être justement arrimées avec les besoins de ces élèves-là. Donc, il y a toujours beaucoup, il y a les objectifs qu'on se marque dans nos documents, mais grosso modo, si je vais avec mon cœur, je vous dirais, c'est beaucoup les objectifs que j'aimerais atteindre. Là, je suis à ma 2e année, donc techniquement, il me reste 3 ans, idéalement. Initialement, mon projet, c'était de comprendre, d'explorer en fait l'expérience des enfants mineurs qui perdaient un parent suite à l'aide médicale à mourir. Mais la pandémie a comme complexifié encore plus un recrutement déjà complexe. Fait que ça a un petit peu changé pour les enfants d'âge adulte qui ont vécu un deuil suite à l'accompagnement d'un parent dans le processus d'aide médicale à mourir. Puis moi, je reviens aussi sur ce que Nancy a dit pendant qu'elle se présentait, mais comment il y a un malaise parfois ou en tout cas l'accompagnement qui n'est pas le même dans les unités curatives. Puis pourtant, il y a beaucoup de gens qui meurent dans les unités curatives de soins. Mais tu sais, puis je veux dire, je suis infirmière, là, je le sais que c'est pas tout le monde qui est à l'aise, mais pourtant, ils n'ont pas le choix d'aller accompagner ces gens-là parce que ce jour-là, ben, c'est ton patient, puis c'est comme ça, là, la réalité fait qu'on ne peut pas choisir toujours qui on accompagne puis qui va accompagner, ce qui crée des malaises. Puis moi, mon idée de mémoire, en fait, a vraiment parti de ça parce qu'on avait de l'aide médicale à mourir. En fait, moi, je travaille au CHUM, puis il y en a sur toutes les unités. Il y en a en soins palliatifs, mais il y en a sur tous les autres départements. Et les gens, ils sont souvent mal à l'aise, puis les infirmières sont concentrées sur le soin généralement, plus que sur l'accompagnement du patient puis de la famille qui va vivre ça. Mais, tu sais, c'est même décrit dans la littérature, là, Philippe, c'est probablement mieux que moi, mais il y en a qui vivent ça comme un rituel, l'aide médicale à mourir, qui font des cérémonies autour de ça, puis c'est un aspect vraiment important du deuil pour les proches, en fait, de comment se passe tout l'accompagnement qui vient avant, la communication en lien avec ça. Puis, j'ai l'impression qu'en ce moment, dans la profession infirmière, probablement dans les autres, mais on n'est pas assez à l'aise pour prendre ce rôle-là. Fait que moi, ce que j'espère, en fait, c'est pas l'objectif textuel, là, comme vous l'avez dit de mon mémoire, c'est pas ce qui est écrit dans mon objectif, mais j'espère pouvoir justement amener les retombées de c'est quoi que ces gens-là ont besoin pour faciliter, ne serait-ce qu'un tout petit peu, le deuil qu'ils vont vivre après. Tu sais, qu'est-ce qu'ils vont retenir de l'expérience qui pourrait apaiser un peu les difficultés qu'ils vont vivre par rapport au deuil de leurs parents, en fait. Fait que ça me rejoint beaucoup, qu'est-ce que vous dites, parce que je trouve que c'est tellement vrai qu'on a souvent un malaise avec la mort comme société, on ne veut pas en parler, puis ça rend ça tellement plus complexe pour les gens qui traversent cette épreuve-là. Moi, je m'intéresse à mieux comprendre et à soutenir les adolescents qui font face à la perte prévisible d'un parent. Puis, quand je parle de perte prévisible, c'est vraiment un parent qui a un diagnostic de fin de vie, puis commence en adolescent, vit ce processus de perte finalement, autant de vivre avec un parent malade, qu'est-ce que ça engendre chez l'adolescent, mais en plus de voir son parent mourir, puis comment l'adolescent réagit ou s'adapte, disons, au deuil de son parent. Donc, moi, mes objectifs se tiennent à décrire un processus, comme je disais tout à l'heure, d'adaptation à la perte, mais dans une même étude, c'est-à-dire décrire qu'est-ce qui se passe avant le décès, pendant, donc les jours autour du décès, puis qu'est-ce qui se passe après le décès. Comment vivent ces adolescents ce processus, c'est quoi leur stratégie d'adaptation, c'est quoi les conséquences que ça peut amener. Puis, j'aimerais aussi, comme deuxième objectif, de décrire les besoins de ces adolescents. Parce que dans la littérature, on voit, en tout cas en théorie, si on intervient avant le décès, il y a de bonnes probabilités, ça vient comme amoindrir les conséquences qu'un deuil peut avoir sur le développement de la personne. Moi, je parle de développement des adolescents et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que l'adolescence, c'est une période quand même de dualité complexe. Là, il y a plusieurs changements qui se produisent, mais encore là, perdre son parent, ça vient complexifier les choses. Donc, en théorie, on dit qu'intervenir avant, ben, ça vient amoindrir les conséquences. Donc, mais on voit
concrètement, il n'y a pas beaucoup d'interventions, voire pas du tout, d'interventions offertes à ces jeunes dans les unités de soins palliatifs. Puis même les parents en soi ne veulent pas en parler avec leurs jeunes sur les sujets de la maladie. Puis parfois, juste cette communication entre les parents et l'adolescent vient comme apaiser, si on veut, ou préparer le jeune à la perte parce qu'il voit des changements physiques, des changements de son parent, mais personne ne sait pas comment lui en parler. Puis même les professionnels, ben, ils disent on n'est pas outillés pour intervenir. Je pense, Tania, tu disais, ben, c'est le jour où tu as tel patient, tu dois l'accompagner, même si concrètement, est-ce que la personne est vraiment outillée? Est-ce que le professionnel est outillé pour faire cet accompagnement? Bref, je pourrais parler des heures, donc je préfère m'arrêter là, mais je veux décrire les besoins de ces jeunes pour pouvoir éventuellement proposer des pistes d'intervention pour ces jeunes. Bref, là, mon projet se rapproche de celui de Tania, en le sens que je travaille sur le deuil aussi en contexte d'aide médicale à mourir, mais j'ai un volet comparatif. Donc, j'ai rencontré aussi des endeuillés en contexte de mort dite naturelle, là, entre guillemets, donc pas une mort provoquée. Comme je disais, moi, je m'intéresse autant au deuil en contexte d'aide médicale à mourir chez les adultes qu'au deuil en contexte de mort naturelle accompagné par des soins palliatifs. Je précise ça aussi parce qu'il y a toute forme de mort naturelle et être accompagné par une équipe spécialisée en soins palliatifs, recevoir des soins palliatifs de qualité, c'est des circonstances de décès qui ne sont pas les mêmes quand on n'a pas ces types de services-là. Donc, d'une certaine façon, c'est un peu, pour me permettre l'expression en anglais, le gold standard. Et là, ben, ne serait-ce que dans les médias, les discours publics, ben, en ce moment, c'est comme si on aurait peut-être un nouveau gold standard qui est l'aide médicale à mourir. Donc, d'aller voir comment. Donc, dans mon cas, on parle beaucoup dans les médias du droit individuel, de l'autonomie du mourant lui-même, mais c'est d'aller voir aussi c'est quoi l'impact sur le tissu social. Hein. Tantôt, on parlait de société, des impacts sociaux. Des fois, on est beaucoup pourtant, je suis psychologue, mais on est beaucoup dans l'individuel, mais d'aller voir aussi l'impact sur les proches. Donc, moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse, donc de décrire, de comprendre, mais de comparer aussi, puis pas dans un objectif vraiment pas avec l'intention de dire, ben il y a un choix qui est meilleur que l'autre ou il y a un choix qui a des impacts plus néfastes sur les proches que l'autre, mais plutôt d'aller voir, OK, est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'il y a des similarités? S'il y a des différences, est-ce que c'est nécessaire qu'on adapte notre façon d'approcher ces personnes-là, de les accompagner en fonction de ces circonstances-là? Est-ce qu'on va utiliser des interventions différentes, des mots, des métaphores différentes? Est-ce qu'on va s'attarder à des facteurs de risque qui ne sont pas les mêmes? Donc, c'est vraiment plus, donc, comme je ne dis pas pour mettre le feu dans un débat qui est déjà, entre le feu est déjà bien pris, là, mais plutôt vraiment de venir attiser les choses, puis en fait, d'accorder autant d'importance à toutes les formes de deuil, peu importe les circonstances du décès. Donc moi, c'est peut-être l'objectif sous-jacent à ce que je fais. Donc, vous voyez je pense qu'il y a des objectifs qui sont très pratiques. Donc oui, on veut offrir quelque chose aux intervenants sur le terrain, mais il y a des objectifs aussi qui sont peut-être plus un idéal où chaque endeuillé pourrait recevoir l'accompagnement dont ils ont besoin, puis qu'il n'y a pas des populations qui sont priorisées par rapport aux autres. Évidemment, c'est un idéal. Dans la réalité, c'est autre chose. On voit que dans les écoles, ça pourrait être mieux dans bien des milieux, mais je pense que ça vaut quand même la peine qu'on le fasse. Puis moi, c'est la petite brique que j'aimerais ajouter là, au mur, là, ma petite pierre. Les objectifs de ma recherche, je dirais, là, c'est que souvent, puis quand j'étais technicienne en loisir aussi, j'étais une technicienne en loisir dans le milieu de la santé avant, mais j'ai vu que des fois, la personne qui vit beaucoup de pertes et des deuils a de la misère à mettre des mots sur ce qu'elle vit. C'est comme si les émotions, là, ils brouillent, puis ils deviennent comme coupés.
d'eux-mêmes. Puis moi, j'aime beaucoup les arts et dans ma recherche au doctorat, j'utilise les arts expressifs et contemplatifs pour aider la personne à aller un peu rejoindre ce lieu en elle qui est en rupture. Puis c'est causé par la maladie. Puis c'est sûr, moi, j'ai choisi une clientèle avec une maladie neurodégénérative, mais elle peut avoir un cancer également, là, puis elle peut être en fin de vie. Mais mes objectifs dans ma recherche, c'est vraiment d'aller voir est-ce que les arts expressifs peuvent être une porte pour aider la personne à après mettre des mots sur ce qu'elle vit. Mais on utilise toutes les formes d'art, puis mon objectif, c'est de vraiment... puis c'est pas dans les soins pâles, c'est vraiment dans les milieux de la santé où on a moins de temps pour apprendre avec ces personnes-là en centre d'hébergement, dans les hôpitaux. Puis moi, je veux développer cette approche-là pour qu'on l'utilise. Les intervenants en soins spirituels ou même d'autres intervenants professionnels, parce qu'il va y avoir comme des outils utiles, là, puis pas longs, là, parce qu'on n'a pas... Les professionnels, ils n'ont pas beaucoup de temps, en fait. C'est ça ma recherche. Pour ma part, je trouve qu'il n'y a pas une façon, je parlais pour moi en milieu scolaire, là, il n'y a pas une façon qui est vraiment prescrite pour l'accompagnement. Je pense qu'il y a déjà des intervenants qui sont mieux formés, mieux outillés, ça part déjà bien, surtout avec une bonne intention. La façon d'accompagner les gens, c'est dans l'individualité en fonction des besoins individuels de chacun. Donc, quand on y va avec le respect, que ce soit l'implantation d'un programme de deuil, ne serait-ce qu'une discussion informelle, si... Moi, c'est les élèves, mais si l'élève n'est pas prêt, c'est d'y aller dans le respect, puis de recommencer un moment qui va lui donner à lui, finalement. Sinon, pour mon projet, comme j'avais dit, je m'inscris vraiment dans le paradigme des communautés bienveillantes, puis appliqué au concept de soins palliatifs. Bien, ça met vraiment, comme j'ai dit, de l'avant le tissu social et communautaire dans la traite face à la fin de vie, la mort, puis le deuil. Puis en somme, je vais faire du pas sur ce qu'on a dit tantôt. C'est vrai qu'en psychoéducation, on a l'impression qu'on est beaucoup en milieu scolaire. Puis dans mon cas, je ne peux pas le démentir, je suis vraiment en milieu scolaire, mais c'est très, très varié. Mais moi, je ne suis pas au niveau des apprentissages. On est vraiment au niveau des capacités adaptatives. Donc, c'est vraiment, j'essaie de prévoir que c'est innovant parce que oui, le deuil, on n'en parle pas beaucoup à l'école, mais ça a sa place comme n'importe quelle problématique ou adversité. Bien, justement, on peut venir aider ces enfants-là et ces adolescents-là au niveau de leur stratégie de coping, leur capacité d'adaptation, de venir soutenir et mettre organiser l'environnement finalement pour venir soutenir ces enfants-là pour qu'il y ait une bonne interaction, un bon niveau de confiance entre les deux. Mais en fait, je pense que ça montre que le deuil, c'est partout. Tu sais, c'est pas circonscrit à l'hôpital sur l'unité de soins palliatifs ou à une maison de soins palliatifs. Tu sais, là, comme Philippe il le disait tantôt, ce qu'on vise, c'est un accompagnement interdisciplinaire, tu sais, de la famille, du patient, mais on sait que ce n'est pas la réalité pour tellement de gens. Puis je pense que plus on est capable de former ou d'informer les acteurs du réseau qui ne sont pas nécessairement toujours... Ceux qui ont besoin le plus de formation, ce n'est pas ceux qui sont toujours exposés aux soins palliatifs, au décès, au deuil, c'est tous les autres, en fait. Mais ces gens-là, on dirait... Même moi, comme infirmière, ça m'a intéressée, fait que j'ai développé ces aptitudes-là. Mais sinon, notre formation de soins palliatifs, c'est assez circonscrit, là. C'est très, très... c'est très en surface. Puis ça peut être intimidant d'aller accompagner des gens qui vivent des drames parfois, là. Fait que ça rend l'infirmière, je parle pour ma profession, mais l'infirmière mal à l'aise, donc ça rend l'autre mal à l'aise, plus ça crée un genre de non-dit qui vont traîner souvent dans le deuil puis qui rend tout ça encore plus difficile. Fait c'est vraiment bon de voir que, oui, on peut accompagner les jeunes dans leur milieu scolaire parce que, comme tu le dis, si le parent vient de perdre un enfant, ben est-ce qu'il est bien en mesure d'accompagner les frères et sœurs? Ça s'entend que c'est pas... probablement que ces ressources sont toutes utilisées sur survivre. Là. Fait que
tu sais, c'est vraiment bon de voir qu'on peut accompagner plein d'acteurs dans le réseau. Puis je pense que si on arrive à un petit peu plus faire ça, déjà, on va avoir fait un bon bout de chemin pour les endeuiller, là. Je ferais du pouce là-dessus, Tania, parce qu'on dirait, c'est ça, je t'écoute parler, puis je trouve que mais l'accompagnement, surtout en soins palliatifs, en fin de vie de deuil, je pense que ça renvoie beaucoup justement à l'impuissance. Tu sais, comme quoi on aimerait, tantôt, Myriam disait comme la bonne façon d'accompagner, mais c'est toujours contextuel, c'est toujours individuel, comme quoi on voudrait avoir le bon mot, la bonne réponse, le bon outil. Puis, tu sais, même dans des formations, des cours, tout ça, où toutes les fameuses questions, mais OK, mais c'est trop générique, mais ultimement, l'accompagnement, oui, quand il est enseigné, il doit être générique pour laisser de la place justement à la créativité dont parlait Nancy tantôt pour, tu sais, ultimement, nos outils en accompagnement. Avant aujourd'hui, j'aurais dit l'accompagnement psychosocial. Maintenant, je dirais l'accompagnement psychosocial, spirituel. Tu sais, c'est la parole, c'est nos gestes, c'est beaucoup, beaucoup notre écoute. Puis même de façon plus fondamentale, c'est notre simple présence. Puis j'ai dit simple présence, mais c'est pas si simple que ça, être comme pleinement présent puis se tenir à côté de quelqu'un. Euh, mais c'est ça l'accompagnement. Puis c'est ça, je pense, qui effraie autant, Tania, tu disais les infirmières, mais qui effraie, je pense, beaucoup de professionnels de la santé, puis encore plus peut-être la population générale qui se sent encore plus dépourvu, qui voit la mort, la fin de vie, le deuil comme une grosse bébite. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux faire? Puis des fois, on oublie justement qu'il n'y a rien à dire spécifiquement ou à faire spécifiquement autre que reste là, puis tiens-toi à côté de la personne, reste solide, essaye de lui donner ce sentiment-là de sécurité. Puis après, elle va faire son propre bout de chemin parce qu'on ne peut pas faire le cheminement à sa place. Fait qu'ultimement, quand on accompagne, heu, moi, si j'essaie de penser à mon projet, tu sais, ce que je peux offrir avec ce projet-là, c'est peut-être une conscience plus élargie, de dire qu'on est conscient qu'on a des nouvelles informations, on est conscient qu'il y a tels enjeux, tels aspects. Là, après, en tant que système de santé, on peut organiser nos soins, nos services de façon différente pour prendre en considération tout ça. Mais moi, ce que je trouve le plus, c'est important dans nos projets, beaucoup des projets descriptifs, c'est d'offrir, je vais appeler ça des métaphores, mais en fait, c'est, tu sais, de proposer des mots, des expressions, des façons de voir le monde, des modèles qu'on peut, proposer, justement, suggérer aux endeuillés, aux personnes en fin de vie, heu, pour que peut-être que ça les aide à donner un sens à leur expérience, à poursuivre dans un processus qui va mener à la mort, mais bon, c'est pas exactement où ça va venir, donc qui peut les aider à aborder toutes ces questions-là. Puis après, ben, ces métaphores-là aussi, on peut les enseigner aux différents intervenants, on peut les enseigner à la population générale, pour qu'eux-mêmes puissent utiliser ça dans leurs conversations, leurs interventions, parce que c'est ce que c'est, en fait. Justement pour favoriser comme cette élaboration-là du sens, puis calmer l'angoisse de mort, la souffrance. Heu, mais ultimement, ça reste juste des repères. Tu sais, on donne Nancy tantôt disait: «Ta boîte à outils», ben je peux t'aider à te façonner, à te faire une boîte à outils, mais il y a juste toi dans le vif du moment quand tu vas être là, si tu es pleinement présent, capable d'écouter, qui va savoir: «OK, c'est quel outil que je dois sortir?» Et beh, justement, quand on est plus insécure et tout ça, ben là, on peut sortir un mauvais outil, mais ça s'apprend justement par l'expérience en étant au chevet, mais pour moi, l'accompagnement, c'est ça, puis ça doit être ça. Tu sais, ça doit pas être non plus quelque chose de standardisé, quelque puis encore une fois, il doit être interdisciplinaire. Tu sais, je vous écoute parler, puis c'est quelque chose que je pense que je savais déjà, mais on nos champs de compétences ou ce qu'on fait se recoupent beaucoup. Puis c'est beau comme ça, parce que même si dans les faits, on utilise la même intervention, qu'on fait la même chose, on vient de bagages théoriques puis disciplinaires différents qui vont faire qu'on va amener une lunette différente. Donc c'est ça aussi l'accompagnement.
Je repense à Cicely Saunders. Dans le fond, elle, je l'aime bien parce qu'elle incluait le spirituel dans sa philosophie pour les soins palliatifs. Puis, dans le fond, nous, on n'est pas juste sous soins pal, c'est à tous les niveaux, là, tous les milieux, dans tous les milieux. Puis, tu sais, le côté interdisciplinaire, je travaille bien fort là-dessus. Puis, pourquoi que ça peut être difficile de se faire référer. Disons que quelqu'un qui vit des deuils fois 1000, qu'on pense que disons, l'infirmière ou la famille, qui décide de penser à nous, on est encore là-dedans. C'est comme un travail de dire, ben, l'intervenant en soins spirituels peut être complémentaire. Nous, ce qu'on apprend, puis dans le fond, dans toutes les religions, ben, beaucoup de religions en tout cas, le rituel, c'est central. C'est quoi un rituel? Puis je pense que c'est Tania qui en a parlé, ou quelqu'un en a parlé, pardon. Mais le rituel, c'est un temps d'arrêt. Puis, où qu'on stoppe, là, toutes nos craintes, nos peurs, on arrête. Puis on respire. Puis l'intervenant en soins spirituels permet ça dans son accompagnement. Il ne fait pas tout le temps des rituels à proprement dit, là, qu'on aide la famille ou la personne à revenir sur les beaux temps, les beaux moments avec la personne, ou puis les souhaits pour le après. Puis le rituel, c'est juste, dans le fond, un moment où on pèse sur pause. Puis ma recherche, c'est un peu ça. C'est on s'arrête, là, puis avec la personne, puis on le vit. On vit le deuil. Puis je reprends un petit peu ce que Philippe disait tout à l'heure par rapport aux modèles qu'on peut utiliser pour développer ces modèles-là, puis l'appliquer auprès de la clientèle des personnes endeuillées. Depuis que je lis sur certains modèles théoriques, puis que je l'utilise dans ma pratique clinique, je me rends compte que c'est tellement bénéfique pour les endeuillés parce que, par exemple, j'utilise beaucoup le modèle, la théorie de l'oscillation qui a été développée par Straub et Schott, puis traduit par Emmanuel Zec. Puis, ça vient normaliser qu'est-ce que la personne vit à travers son deuil. Vraiment, souvent, les gens vont se dire « Est-ce que c'est normal? Comment je me sens? Est-ce que tout le monde est comme ça? » Puis là, on vit dans une société de performance. Fait que là, je devrais être remis sur pied. Mon employeur m'a seulement donné 3 jours pour le deuil de ma mère. Je devrais être correct. Donc, ils vivent dans une pression qui se disent « Je ne suis pas normale. » Mais je crois que notre rôle, tous les intervenants qui sont réunis en ce moment ici, notre rôle, une des parties, c'est de normaliser ce qu'ils vivent, puis de leur dire qu'ils ne sont pas toutes seuls à vivre ça, puis que c'est des réactions qui sont normales. Il en existe tellement de réactions de deuil que c'est normal des fois d'être perdu à travers tout ça. Ça a tellement d'impact. Ça peut avoir des impacts psychologiques, sociaux, physiques même, spirituels aussi. Je t'oublie pas, Nancy. ça a vraiment des impacts majeurs. Je pense qu'un des rôles de l'accompagnant, c'est vraiment de normaliser ce que les personnes vivent, puis d'agir en tant que tel comme pas quelqu'un qui va leur montrer le chemin, parce qu'on ne sait pas quel chemin qu'ils doivent prendre, mais juste leur dire « Je ne sais pas où est-ce que ça va nous mener, mais je vais marcher à côté de toi, puis on va aller explorer ça ensemble, tu ne seras pas tout seul là-dedans. » Tout à l'heure, Philippe, tu as parlé d'impuissance, puis, puis Laurence, tu parles de société de performance, puis je suis complètement d'accord, puis je fais un peu un parallèle entre ces deux mots, parce que moi, personnellement, je suis bénévole, j'étais bénévole à Saint-Luc, puis je suis bénévole au CHUM.
je fais de l'écoute et de l'accompagnement. Puis chaque année, je me dis, oh, cette année, ça n'a pas de sens. Je fais un sujet, je travaille sur le deuil, puis je suis jamais partie. J'accompagne des patients de tout âge, mais je suis jamais partie. En fait, je fais pas de l'accompagnement en unité de soins palliatifs parce que ça me fait encore peur, parce que je me sens pas encore outillée, parce que je ne sais pas quoi dire, parce que puis c'est ça, c'est cette impuissance avec laquelle parfois on n'est pas confortable, puis on se dit, mais je resterai dans la chambre, mais je lui dirais quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait? Puis Philippe, tu parlais de présence et Laurence parlait de marcher avec. Donc parfois on se dit aussi, puis Tania, tu parlais d'informer puis de former les professionnels. Je pense que toutes les recherches qu'on fait, ça va permettre, nous, pour nous, déjà d'emblée, d'en apprendre davantage sur ces sujets, mais aussi de pouvoir outiller. On parlait tout à l'heure de boîte à outils, parce que moi aussi, je suis persuadée qu'il n'y a pas d'intervention standard offerte aux endeuillés. Même on parlait de modèles d'oscillation, je suis complètement d'accord. Puis les modèles étapistes, je m'en éloigne un petit peu. Je ne peux pas comprendre que toutes les personnes endeuillées vivent les mêmes étapes à différents niveaux. Puis une même personne ne vit pas un deuil de la même manière, dépendamment du lien d'attachement, puis dépendamment de plusieurs paramètres. Donc, je suis aussi dans cette intervention, si on veut, individualisée ou offerte aux personnes. Puis ce que je rajouterais comme mot, c'est, je pense, Myriam, tu en as parlé tout à l'heure, mais d'identifier les besoins de ces personnes. Parce qu'il n'y a que ces personnes qui vivent ces événements qui peuvent nous comprendre, nous expliquer qu'est-ce qu'ils vivent réellement, puis de quoi ils ont besoin. Puis c'est en fonction de ce besoin de cette personne que nous, assis en face, ou que les intervenants qui sont autour de cette personne pourront offrir ce soutien adapté aux besoins de ces jeunes. Donc,